On se retrouve de nouveau pour la lecture de En toute puissance. On fait une nouvelle partie. On est donc à extension, conformisme, preuve sociale et pression sociale. Les études sur le conformisme montrent que l'humain a tendance à imiter son prochain de façon quasi automatique. Voilà, quasi autonome et automatique en même temps, mais c'est pas grave. Celle portant sur la pression et la preuve sociale nous montre les facettes de l'influence. Avec le conformisme, on aurait une absence d'internalisation, juste un individu qui reproduit un comportement, parce que d'autres le font, et il le ferait pour des raisons de proximité sociale, d'évitement du rejet, ou encore de manque de connaissances ou d'expérience. Par exemple, l'enfant qui en imite un autre, parce qu'il ne sait pas encore par lui-même quoi faire dans cette situation. Ce n'est pas nécessairement un problème, et le conformisme peut même amener à des comportements ou à des apprentissages vertueux, notamment si l'environnement social imitait les. Lorsqu'un individu doit choisir de quelque chose, la preuve sociale, nombre de vues ou de likes sous une vidéo, mention best-seller sur un livre, signe de popularité d'un individu, etc., serait son GPS. Les raisons sont approximativement les mêmes que pour le conformisme. Baser son comportement sur la preuve sociale survient si on manque d'informations, de connaissances, d'expérience ou encore pour plaire à autrui, éviter le rejet social. Là, à ce moment-là, vous tombez un peu sur les mécaniques que je vous ai dit avec l'ignorance collective. Justement, l'ignorance collective, donc pour rappel, c'est ce mécanisme qui fait que quand vous allez avoir quelqu'un qui va tout simplement en fait avoir une situation, par exemple d'agression, qui va chercher quoi faire parce qu'il ne sait pas quoi faire, il va se tourner en fait vers les autres personnes qui assistent, sauf qu'en fait comme tout le monde regarde et est en train de chercher quoi faire autour de lui, bah, personne ne fait rien au final puisqu'ils sont tous en train de regarder les autres au final. Et c'est un peu exactement le même mécanisme là qu'on entend, en fait, et d'ailleurs c'est sur ce mécanisme que l'ignorance collective se crée, c'est qu'en fait on cherche un peu la preuve chez autrui, on cherche à se conformer à ce que fait autrui. Et comme autrui ne fait rien, puisqu'ils sont tous en train de se regarder les uns les autres, bah, personne ne fait rien en fait. Et finalement c'est un cercle malheureusement pas très vertueux pour le coup, notamment dans le cas d'une agression, mais c'est typiquement à cause de ce mécanisme de conformisme. La pression sociale est par contre un mouvement de l'environnement social qui presse de manière directe, demande de faire telle chose comme tout le monde, ou indirecte. Par exemple, un lieu où tout le monde est habillé d'une certaine manière presse indirectement l'individu qui est habillé différemment à s'habiller de la sorte, parce que la règle, bien qu'elle ne soit pas dite explicitement, est flagrante. Il ne s'agit pas d'une pression directe de l'autorité, mais des pairs. On parle aussi d'une pression horizontale, bien que le vertical puisse la partager, voire même l'avoir dictée en premier lieu, d'une façon ou d'une autre. Contrairement au conformisme, qui peut être davantage plus autonome, parce que cela vient de l'individu, cela peut être réfléchi. La pression vient de l'environnement social, donc il est plus difficile pour l'individu d'être autonome. La pression sociale peut amener à sacrifier ses valeurs, son éthique ou tout autre raisonnement un peu élaboré. Si l'individu sous pression voit par exemple qu'une majorité des pairs pense le contraire ou voit ces éléments comme mauvais. Encore une fois, l'individu peut suivre cette pression, pour s'intégrer au groupe, ne pas être rejeté, éviter des conséquences parfois réellement menaçantes. Là, notamment, je pense à des expériences où justement vous avez des questions qui se posent, qui sont assez évidentes en termes de réponse, mais où en fait vous allez voir les compères, du coup, donc les personnes qui en fait travaillent avec l'expérimentateur, mais se font passer comme étant des sujets d'expérience au même titre que le vrai sujet d'expérience, et vont donner expressément une fausse réponse, tous. Et en fait, on voit si la personne va se conformer aussi. Ça, notamment, j'en pense avec une où en fait vous avez des barres de différentes tailles. Et si vous avez justement la question qui va, par exemple, quelle est la barre la plus grande, admettons, je ne sais plus exactement les tenants et aboutissants de l'expérience, mais en gros c'était ça. Vous allez avoir tous les compères qui vont faire exprès de dire une des barres qui n'est pas la plus grande, alors qu'objectivement ça se voit clairement que la barre la plus grande c'est pas celle-là. Et quand on pose la question au dernier sujet, en fait il va répondre la même chose parce que justement il a eu des personnes avant lui qui ont dit ça. Et c'est ça qui est super intéressant parce que notamment l'expérience elle est faite en plusieurs conditions. Par exemple une condition où le sujet dans l'ordre de présentation, enfin dans l'ordre des personnes à qui on pose la question, va être au milieu du groupe. Il n'est pas à la fin du groupe, il est au milieu. Et ben on voit que il y a un peu moins de conformisme. Si par contre il est mis en premier, du coup il n'y en a pas du tout, et généralement ils répondent tout à fait exact, pour la plus grande partie des cas, enfin je crois même qu'ils répondent tous exact, parce qu'encore une fois c'est fait de manière à ce que vraiment la barre la plus grande soit la plus claire. Et on peut tester pas mal de variations comme ça, et on voit vraiment que il y a un effet justement de soumission en fait, enfin pas de soumission mais d'intégration, qui pousse les gens en fait à accepter quelque chose qui n'est pas la bonne réponse et qui le savent parce qu'ils veulent s'intégrer au groupe justement, ils vont se conformer au groupe et c'est vachement intéressant. Je sais plus quelle expérience c'est celle-là par contre, je sais plus quel auteur, mais ça date de mes cours, ça date de loin, loin, loin.
Il arrive aussi qu'on parle de soumission horizontale pour décrire cette oppression des pairs, notamment dans le champ de la recherche autour des génocides. Certes, lorsque les combattants massacrent, ils sont à la fois sous état agentique, lié à la soumission à l'autorité, mais on remarque que la soumission aux pairs quant aux massacrés tous est aussi puissante que pour maintenir un bon comportement qui pourtant les rend malades. Cependant, le conformisme n'est pas forcément un problème en soi, auquel il faudrait forcément opposer un anticonformisme buté. Par exemple, Caldini prend l'exemple de son fils terrorisé par le fait de nager, qui a finalement trouvé le courage nécessaire de se lancer en voyant des enfants de son âge réussir à nager. Le conformisme a de très grands avantages pour le développement, pour s'intégrer à un groupe, et n'est pas forcément synonyme d'aliénation de celui-ci. Il peut être, par exemple, une période préalable avant d'exprimer sa singularité. Suivre une preuve sociale peut être tout à fait pertinent lorsqu'on a peu d'informations à disposition et que la preuve est de bonne qualité, comme par exemple choisir de faire des courses dans telle boutique où l'on voit plus de clients et employés heureux que dans telle autre boutique où le climat social semble orageux. La pression sociale reste tout de même ambiguë, car même si elle porte sur un élément vertueux, on pourrait s'imaginer une pression sociale à être altruiste par exemple. Et merci beaucoup pour le follow. H. Ah, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Et bonjour, I'm from Mersin. Je sais pas ce que c'est le Mersin. Je connais pas. Mais bonjour à toi en tout cas, SGV. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Tu es désormais une petite fougère qui s'agite dans le vent. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. Je ne sais plus où je m'étais. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Même si elle porte sur un élément vertueux, on pourrait imaginer une pression sociale à être altruiste par exemple. Celle-ci peut être parfois contrôlante sur l'individu et peut possiblement constituer un sapage de son autonomie, surtout si elle est accompagnée d'une injonction de dévalorisation de la part de ses pairs. Donc du coup, on est sur une lecture de sciences sociales pour ceux qui arriveraient en cours de route. Turquie, ah ok, ok. Du coup la Turquie, très bien. Bah écoute, j'espère que tu passeras un bon moment avec nous. Je ne sais pas si tu comprends le français. Probablement pas très bien, du coup, si tu parles en anglais. J'espère que tu arriveras à comprendre au moins une partie. On est en plein live de lecture de sciences sociales. Et j'espère que ça pourra te plaire si tu nous comprends. Comme pour la réactance, là encore, tout dépend du contenu auquel on va se conformer ou suivre, sur quel genre de preuve sociale on s'appuie, et des conséquences systémiques de ce suivi. Beaucoup d'erreurs liées au conformisme sont très peu graves, comme acheter un livre qui s'avère mauvais, parce qu'on s'est laissé prendre parce qu'il est écrit sur son bandeau rouge, avoir perdu quelques minutes de sa vie, parce qu'on a regardé une vidéo, juste parce que tout le monde en parlait, mais qui en fait nous désintéresse totalement. Faut-il pour autant rejeter toute preuve sociale et se méfier de tout effet social? Cela semble exagéré. La SDT donne des pistes pour éviter les dérives de conformisme. Avoir de bonnes internalisations est un meilleur GPS, mais cela demande une certaine expérience, une certaine maturité. Cette expérience se construit aussi grandement sur des erreurs. Il n'y a donc pas à stigmatiser l'erreur conformiste. Ce sont peut-être elles qui, à terme, permettent ensuite des internalisations plus solides, plus autodéterminées. Cependant, le conformisme a aussi des aspects extrêmement graves lorsque la situation l'est. L'effet spectateur, par exemple, où chacun imite la passivité de l'autre et n'aide pas une personne qui a besoin d'aide. Là, typiquement, on est sur ce que je disais tout à l'heure. Envisagez-vous de vous battre en tant que pays de l'OTAN? J'en ai aucune idée. Je suis pas un dirigeant du pays. J'en ai aucune idée. Donc là, typiquement, on parlait justement de ce que je vous disais tout à l'heure, l'ignorance collective. C'est justement ça, l'effet spectateur, par exemple, où chacun imite la passivité de l'autre et n'aide pas une personne qui a besoin d'aide, parce que tout le monde est en train, en fait, d'imiter la passivité de l'autre, parce que tout le monde est en train de chercher quoi faire. Les guerres, les génocides, etc. Mais est-ce le conformisme, le fait d'imiter les autres, qui constitue le vrai problème? Tout comme dans l'expérience de Milgram, quand le conformisme mène à imiter une inaction destructrice, voire une action violente, le plus grand des problèmes est que l'aversion à la souffrance a été inhibée, l'empathie pour la cible de souffrance de violence a été coupée, parce que la majorité semble ne pas s'en préoccuper. On reviendra sur ces questions lorsqu'on abordera la compassion, chapitre RS. On peut surmonter les effets négatifs du conformisme inadapté par des conseils qu'on a déjà vus. Prendre du temps pour faire attention, et pouvoir mieux décider. S'informer de façon non allégeante et systémique. Ne pas nier ses émotions, qui sont des informations précieuses sur notre rapport à ce qui se déroule, et les prendre en compte pour décider. Avoir de nouveaux feedbacks pour s'informer sur une situation. Par exemple, la violence dans un groupe, même si on n'est pas la cible, devrait inquiéter, parce que rien ne garantit alors que le groupe ne soit pas violent aussi avec ses membres. On ne sera jamais à l'aise avec eux. Être curieux de l'inconnu, tester de nouvelles choses, avoir l'esprit aventureux, pour repérer des possibilités d'alternatives créatives et pour les essayer plutôt que de se limiter dans des voies conformistes.
D'accord, si tu veux. Est-ce que cela va nous servir à étendre l'autodétermination? Le conformisme peut tout aussi bien être le départ des régulations vertueuses pour la personne et son entourage. D'abord, il copie, puis l'acte le fait de réfléchir, de décider. Progressivement, cela devient une régulation intégrée, ou bien l'acquisition d'une nouvelle compétence, comme problématique. Copier un comportement qui sape ses propres besoins fondamentaux et ou ceux des autres. Il en va de même pour certaines pressions sociales. Cela peut avoir une conséquence vertueuse. L'enfant est poussé, pressé à être poli, mais au final, cela l'aide à être mieux intégré. Donc, cela peut contribuer au bien-être individuel et collectif. Voir le départ d'une internalisation plus autonome, quant au respect d'autrui, comme très négative, être pressé socialement à faire quelque chose qui sape les besoins fondamentaux d'autrui, ou de soi-même par exemple. Tout dépend de la façon dont l'environnement social va exprimer, montrer son comportement, voire l'expliquer. Et pour prévenir les problèmes, on peut s'inspirer de la façon de transmettre les limites de la SDT. Absence de langage contrôlant, explication rationnelle, reconnaissance de la difficulté. Même s'il s'agit d'une autre situation, par exemple, lorsqu'on est copié par un enfant, une personne conforme, on peut exprimer pourquoi on fait telle ou telle chose, et quel sens cela signifie, en quoi c'était difficile ou facile au début, etc. Idem pour les preuves sociales, on pourrait en proposer des plus autodéterminantes, via des critiques constructives, qui expliquent en quoi on aime ceci, en quoi on trouve cela objectivement bon, pourquoi on estime ça important, quel bien-être ceci nous a apporté, etc. Cela étant donc la théorie de l'autodétermination, et en retour, l'autodétermination permet de nous montrer comment faire des automatismes une force constructive. Hop, hop, et on passe à une prochaine partie. Ça c'est beau. On passe à une prochaine partie. 4ME. Viser les motivations extrinsèques intégrées. Réfléchir et libérer des régulations externes, introjection et compartimentation via la motivation, la régulation intégrée. Hop. Le but serait d'aider à une meilleure internalisation lors de la transmission d'un comportement, ou d'une règle, d'une norme, d'une tâche, d'une connaissance, etc. C'est-à-dire en visant la régulation intégrée en faisant attention à ces points. Le contenu transmis, demandé, pourrait servir à la personne à remplir ses besoins fondamentaux, et ceux de l'environnement social, permettre de remplir des buts intrinsèques. La façon dont on transmet le comportement serait respectueuse des besoins fondamentaux, voire les remplirait. La capacité de l'individu serait prise en compte, la forme et le contenu seraient adaptés à ce qu'il peut comprendre ou faire. On veillerait à ce que les besoins fondamentaux de la personne, en général, soient au mieux respectés, et s'il y a des menaces provenant d'autres environnements sociaux, on l'aiderait à se libérer de ces problèmes dans la mesure du possible. On veillerait à voir s'il y a conflit entre ce qui est demandé et d'autres internalisations que l'individu porte, afin de bien comprendre le conflit et donc d'aider à y remédier. Et comme on viserait à la régulation intégrée, alors on éviterait tout ce qui peut provoquer la régulation externe, les introjections et l'impuissance acquise. On ne transmettrait pas le comportement sous forme autoritaire, ordre, obligation, injonction, ni sous forme de pression sociale. On évite le tu dois faire cela, la comparaison sociale, l'appui sur les normes de groupe, l'ego, ni de façon conditionnée à la performance, par récompense, par valorisation narcissique, comme tu es supérieur aux autres, par rejet, par ostracisation, par humiliation si échec. Autrement dit, on éviterait tout ce qui sape la motivation intrinsèque. On ne proposerait pas un contenu qui ne sert qu'à nourrir l'autoritarisme, le conformisme, le narcissisme, la comparaison sociale, le conditionnement à la performance. Déjà, parce que là, ce serait intrinsèquement mal internalisé, mais également parce que cela participe à saper les besoins de la personne et des environnements sociaux. En effet, transmettre l'attitude il y a des gens inférieurs et des gens supérieurs est à la fois autoritaire, hiérarchie sociale, c'est une pression sociale, on ne doit pas être inférieur, on ne doit pas être supérieur, une demande de conformité, il faut gagner la course sociale comme les autres, et un conditionnement, on est bien uniquement lorsqu'on est supérieur. Cela sape l'autonomie, parce qu'il y a absence de choix proposé et qu'il y a une demande implicite à saper l'autonomie d'autrui en lui étant supérieur. Cela sape le besoin de compétences par manque de choix, de créativité. Cela supprime toutes les activités et compétences qui n'ont pas un potentiel narcissisant. Cela sape le besoin de proximité sociale en général, puisque le corps social est vu en compétition. Donc personne ne peut se faire confiance, puisque l'autre est un concurrent. On n'entrerait pas en guerre directe contre les mauvaises internalisations, parce que cela provoquerait une réactance qui renforcerait ces internalisations, voire les justifierait et éloignerait d'autres internalisations satisfaisant les besoins fondamentaux. À la place, on essayerait de comprendre les besoins de l'individu et d'y répondre en premier lieu avant d'espérer transmettre le comportement. Idem si la personne est en impuissance acquise, à motivation non autodéterminée et orientation impersonnelle, on essayerait d'aider à ce que ses besoins soient remplis.
Si elle est en amotivation, on essayerait de comprendre les raisons profondes qui mènent à rejeter le comportement qu'on lui demande. Et soit on changerait alors notre transmission, qui s'avérerait peut-être sapante, soit on s'adapterait mieux à la personne en lui transmettant quelque chose davantage à sa portée, selon ses capacités et ses compétences. Si l'on n'est pas transmetteur d'un contenu ou demandeur d'un comportement, on pourrait néanmoins soutenir la personne à trouver son autodétermination, s'orienter vers des contenus et des formes d'agir coïncidant avec son moi profond, tant sur le niveau des valeurs, de l'éthique, de ses sentiments singuliers, de ses cognitions, etc. Une façon d'y arriver serait de la soutenir afin qu'elle se libère des introjections, des compartimentations, des régulations externes. Son amotivation pourrait se transformer en une motivation vers autre chose qui lui est plus convenable, plus congruente, sans décider ni orienter à sa place des contenus qu'elle choisirait. Il s'agirait simplement de nourrir ses besoins fondamentaux, l'aider en présentant un terrain plus propice à l'extension ou à la réparation de la motivation intrinsèque. Un travail personnel pour chercher sa propre autodétermination suivrait le même procédé. À noter que la quête d'internalisation de haute qualité est liée aux aspirations intrinsèques, à l'orientation autonome, au nourrissement des besoins par l'environnement et aux motivations intrinsèques. Une activité à motivation intrinsèque peut avoir des règles qui ne sont pas forcément d'emblée intrinsèquement motivantes. Par exemple, écrire des histoires farfelues peut être intrinsèquement motivant, mais le respect de la grammaire et de l'orthographe, non, car ce sont des règles souvent arbitraires, qui ne créent pas de fun en soi. Cependant, la personne va avoir une motivation extrinsèque, à régulation intégrée ou identifiée, pour la grammaire et l'orthographe, car cela participe à ses besoins de compétences, meilleure écriture, donc l'histoire est mieux comprise, à ses besoins de proximité sociale, l'histoire est davantage appréciée, créer de bons moments, d'autonomie, il y a plus de choix, y compris celui de faire des fautes volontairement pour donner de la densité psychologique à un personnage, ou encore créer de nouveaux mots qui paraissent réalistes, etc. Et cela soutient donc la motivation intrinsèque dans le temps. Elle peut faire mieux comprendre ses histoires à autrui, peut éviter des sapages, etc. Et enfin, lorsque l'on constaterait une mauvaise internalisation, on y verrait à la fois un signe de problème dans l'interaction entre l'individu et l'environnement social, comme le signe d'une conséquence à s'être intégré, à jouer selon les règles d'un environnement social contrôlant, pseudo-libre. Cette mauvaise internalisation n'est ni pleinement individuelle, ni pleinement de la responsabilité de l'environnement social, mais c'est lié à des interactions entre les individus et l'environnement social, mais aussi entre différents environnements sociaux. L'observation qu'on ferait en tant que spectateur ne pourrait être qu'être systémique pour comprendre les causes profondes, pour trouver des éléments, pour résoudre les problèmes et les conflits. Là, typiquement, moi, ça me fait penser à quand je travaille en fait en tant que psychologue social du travail d'organisation, quand je vais en entreprise justement pour apporter mon expertise, c'est typiquement le genre de cas où ça va m'arriver. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu es encore là, c'est rond, quand tu disais, bah là, typiquement, on est en train de parler des problèmes de l'entreprise, on a fait sortir des noms. C'est que oui, bien sûr, vous allez avoir des problèmes qui, si on remonte la piste, vont amener à des gens. C'est vrai. Mais ces gens ne sont pas entièrement responsables en fait. Ils ont probablement un comportement qui est dû en partie à la structure de travail, qui est dû en partie à la structure en général dans laquelle vous êtes organisé, justement, et dans laquelle vous interagissez. C'est probablement dû au fait à comment est conditionné son travail. Ce qui fait que cette personne, quand bien même elle n'est pas innocente des comportements qu'elle adapte, et qu'elle peut potentiellement adapter des comportements extrêmement dommageables et extrêmement discutables, autant pour autant, ça serait dommage de seulement se centrer sur la personne parce qu'il y a de grandes forces, enfin de grandes probabilités qu'il y ait des grandes forces derrière qui soient dues au système, qui soient dues à l'organisation du travail, qui soient dues en fait à un environnement qui amène à avoir ce comportement-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai repéré assez régulièrement en entreprise. Quand je suis passé, par exemple, dans une entreprise donc, de soins privés, une clinique privée, c'est typiquement le genre de choses que j'ai constaté. Quand on me dit, bah non, mais en fait, si vous prenez tel métier, cette personne-là qu'on a actuellement, c'est une grosse merde, elle est pas bien, c'est horrible, patati patata. Ok, admettons. Et quand tu creuses, bah, en fait, tu te rends compte qu'ils vont te dire, les personnes de l'établissement vont te dire, bah, de toute façon, la personne qui était avant, elle posait problème aussi, elle était comme ça, c'était pas bien et tout. OK, puis tu creuses encore un petit peu. Bah, de toute façon, en fait, la personne qui était encore avant, elle était pas bien aussi. Vraiment, on a eu que des gens, qui ont été recrutés qui sont vraiment incompétents et tout. Bah, moi, le truc que je constate, c'est que c'est improbable que vous ayez plusieurs personnes qui se succèdent au même poste et qui soient tous incompétents de la même manière. C'est improbable, ça n'a pas de sens. Statistiquement parlant, oui, il y a un petit pourcentage de possibilités que oui, vraiment ça arrive et que vraiment pas de bol, vous avez recruté de manière vraiment improbable que des gens qui sont inadaptés et qui sont inadaptés de la même manière. Bon, admettons. Admettons.
C'est possible. Mais à minima, il faut se poser la question de est-ce que c'est ça ou pas en fait. Parce que a priori, si vous avez sur un même poste des personnes qui se succèdent et qui présentent exactement les mêmes dysfonctionnements auprès de leurs collaborateurs, il y a quand même de grandes chances que ce ne soit pas spécialement spécifique à la personne, mais plutôt à l'organisation du travail, plutôt au rôle qu'elle a et au rôle qu'on lui a donné au sein de l'entreprise, aux outils qui lui sont accessibles, aux injonctions qu'elle a peut-être notamment de la part de ses supérieurs, et ainsi de suite. Et c'est là où il faut se poser la question, en fait. Et c'est là où il faut aller creuser aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti assez régulièrement. Et ça, vous pouvez le décliner de plein de manières différentes. Dans un autre registre, dans la même entreprise, on m'avait dit, quelqu'un m'avait dit, tu vois, la personne qui a ce poste-là, en fait, elle est faible. Elle n'est pas capable de tenir ce poste-là. Elle va craquer, elle va partir en dépression. De toute façon, à chaque fois, le service de RH, ils n'ont pas su recruter quelqu'un de bien parce que là, en 2 ans, c'est le douzième qui a ce poste-là et tu vas voir qu'il va pas tenir. Et le problème, c'est que moi, si je vois ça, je me dis pas, tiens, en 2 ans, vous avez recruté 12 personnes au même poste qui à chaque fois ont été pas adaptées. Je me dis, il y a un problème sur le poste. C'est pas les personnes qui posent problème, hein. Là, à ce moment-là, en 2 ans, 12 personnes qui se succèdent et qui partent toutes, en plus, une fois que j'ai creusé, pour les mêmes problèmes quasiment tous, hein. Il y en avait une dizaine qui sont partis pour dépression et burn-out. Il y a un truc qui va pas. Profondément, il y a un truc qui va pas là dans cette situation de travail. Il y a un truc qui n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le poste de travail. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi, d'un point de vue systémique, ça va pas? Pourquoi, d'un point de vue systémique, il y a un truc qui va pas? Et c'est ça où il faut bien prendre en compte aussi, bah, du coup, justement, cette mauvaise internalisation. C'est que les individus vont être dépassés, alors que ce soit des personnes qui vont faire subir ou des personnes qui subissent, ils vont internaliser une souffrance, ils vont internaliser quelque chose qui ne va pas en fait et qui ne dépend pas d'eux pour le coup, qui ne dépend pas d'eux. Et ça, il faut être très très vigilant pour le coup. Ça me fait un gros écho à ça. J'avoue que je ne sais pas si Vici ça a travaillé sur ces questions-là du monde du travail. Je sais que notamment j'ai vu passer qu'ils avaient travaillé. Alors à l'époque, c'était comment ça s'appelait ça? On vaut mieux que ça, je crois, de souvenir. Je crois que c'était le nom enfin, pas de l'organisation, mais de cette manifestation, on va dire, qui réunissait justement des témoignages par rapport au monde du travail. Il me semble que Vici, ça en avait contribué aussi. Mais je ne sais pas si elle a beaucoup plus travaillé sur ça. Mais moi, typiquement, là, ça me fait un gros écho sur ça. Clairement, les mauvaises internalisations, tout ça, ça me fait penser énormément à ça parce qu'on peut être justement dans le système. Si on n'a pas conscience de cette réalité-là, on peut tout à fait venir mettre un nom et venir dire bah, c'est cette personne qui pose problème ou quoi, alors qu'en fait, au final, bah, ça la dépasse. Elle a un comportement qui n'est peut-être pas adapté, et là, on est partie responsable, mais en fait, ça la dépasse. Probablement que l'organisation et le système dans lequel elle fonctionne et dans lequel on fonctionne l'a poussée à avoir ce rôle-là, ce fonctionnement-là, qui est oppressif et qui pose problème à plein de niveaux. Le fait que le nom sorte, c'était surtout bien parce que ça veut dire que les gens n'ont plus peur de faire face à ce qui ne va pas. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je ne critique pas du tout votre réunion, loin de là, loin de là. Au contraire. Je dis juste qu'il faut être vigilant, c'est tout. Je dis juste qu'il faut être vigilant avec les effets de mouton noir notamment parce que ça peut très vite poser problème à plus d'un niveau. Si on filtre ceci avec ce qu'on a vu précédemment, on découvre que la pâtisserie nous montrait un échec à l'aide de l'internalisation, puisque la patronne avait une transmission mettant en régulation externe, ordre qui sapait les besoins, sapait la motivation intrinsèque, tentative de contrôle de l'employé, y compris sur ses besoins biologiques. L'employé n'était pas reconnu dans son humanité. On y voyait là une tentative de destruction des possibles liens de la personne à l'environnement social de travail. Les bullshit jobs mettaient en amotivation parce que le contenu demandé était vide de sens, irrationnel, socialement inutile, nuisible ou il n'y avait rien à faire. La désobéissance altruiste était une amotivation autodéterminée, refus d'exécuter des ordres nuisibles et ou des motivations à régulation intégrée, aider les personnes. Elle était une réponse autodéterminée face à des environnements nuisibles, car elle visait l'altruisme, la réponse aux besoins fondamentaux, en étant elle-même à régulation intégrée. La transformation de Favi en entreprise autogouvernée a été impulsée par une motivation à régulation intégrée, valeur pro-sociale, reconnaissance de la valeur des opérateurs, des opératrices, etc. Cela a supprimé tous les éléments pouvant saper la motivation intrinsèque, mettre en régulation externe, obligation de performance, mettre en introjection, suppression des primes individuelles pour à la place laisser la décision du partage aux employés ou encore présence de loterie, mettre en régulation compartimentée, suppression des éléments qui augmentaient la distinction en classes, par exemple en plaçant des équipes commerciales dans l'usine, suppression des niveaux hiérarchiques, pour au final encourager tout ce qui relevait d'une motivation autodéterminée à régulation identifiée, laisser les employés choisir leur poste, mener des projets, des initiatives. L'expérience d'Alvarez a été impulsée par motivation à régulation intégrée,
volonté de créer un environnement répondant aux besoins des enfants, y compris de flow, motivation intrinsèque, besoins développementaux, et également supprimer tous ceux qui pouvaient mettre en régulation externe. Les enfants peuvent choisir leur activité, se donner des défis, rien n'est imposé, seulement soutenu. Mettre en introjection les enfants qu'ils étaient, les bons éléments étaient aidés à retrouver leur connexion, leur lien avec ce qu'ils aimaient eux-mêmes, leur motivation intrinsèque et le fait d'agir pour le plaire étaient progressivement déconstruits. Les méthodes nourrissant les besoins fondamentaux, que ce soit au niveau du contenu ou de la transmission. L'école Q2L a un modèle visant des motivations intrinsèques et intégrées pour les enfants, en se basant particulièrement sur ce qu'on sait du game design, donc du flow, de la façon de nourrir les besoins de compétences et d'autonomie. Rien n'était à régulation externe, tant dans le contenu que dans les modalités, ni à risque d'introjection, évaluation discrète et non sapante. Le contenu permettait à une meilleure construction des capacités à s'autodéterminer, compétences socio-émotionnelles, apprentissage de la pensée systémique, mission, habits prosociaux, intrinsèques. Hop, et ben du coup on passe en obstacle. Et ben du coup je pense que c'est la partie O. Ah non bah non c'est obstacle ME, non c'est pas encore la partie O. Je dis des bêtises. Les environnements pseudo-libres. Hop là. Un milieu mi-autoritaire, mi-pseudo-libre. Voyons directement en contexte comment les motivations non autonomes sont amorcées par des environnements sociaux aux règles particulières. Quels sont les facteurs qui font les mauvaises internalisations afin de voir si on peut les contrer, les neutraliser. Hélène Weber, à présent sociologue, s'est mise à travailler à McDonald's après une année d'études éprouvantes, Hippocane, où ses résultats sont passés d'excellents à médiocres. Elle était également inscrite dans un club de volley-ball, mais s'était retrouvée sur le banc des remplaçantes toute l'année. On peut supposer que par ces deux éléments, son besoin de compétences était sans doute frustré, voire menacé, par ces deux environnements assez contrôlants et compétitifs. Une de ses amies se met à travailler à McDonald's durant l'été. Elle décide de l'accompagner, non pas par besoin d'argent, mais par curiosité. À vrai dire, McDonald's constituait pour moi une sorte de mythe. J'étais fan depuis longtemps des glaces et des sandwichs. Déjà petite, j'allais régulièrement y manger avec mes parents, et mes frères et moi nous appréhendions ce moment comme une véritable fête. Le McDonald's faisait partie de ma vie, bien avant que j'y travaille. L'entreprise a déjà du sens pour elle, et est associée à des moments de satisfaction de ses besoins fondamentaux, notamment de proximité sociale. Pourquoi avais-je envie de travailler chez McDo? Le problème, c'est que je n'avais pas de réponse toute prête. Pas de voyage à financer, pas d'indépendance à prendre, ni de projet en chantier. J'étais là, comme ça, pour voir. J'avais envie de tenter une expérience, de rencontrer des gens. J'étais curieuse de voir comment c'était de l'autre côté, de porter l'uniforme, de découvrir comment on faisait un Big Mac, d'aller dans les cuisines. Elle a donc une motivation intrinsèque à travailler là-bas, fondée sur un mélange entre forte curiosité et bons souvenirs. Puis elle entre dans le jeu rapidement, veut réussir. J'étais plutôt doué. En fin de compte, rien n'était vraiment compliqué. Je faisais ce que l'on me disait de faire, peut-être avec un peu plus de zèle que les autres, et de bonne humeur. L'insouciance des débutantes. Mais je trouvais la reconnaissance à chaque geste que j'exécutais. On me remerciait après chaque shift, on me félicitait régulièrement. Après une année à s'entendre dire que l'on n'est pas à la hauteur, pas assez performante, pas assez méritante, trouver un endroit où l'on se voit attribuer des signes de reconnaissance quotidiens, quels qu'ils soient, nourrit un incroyable sentiment de gratitude et de bien-être. Je retrouvais en moi l'envie d'être parmi les meilleurs. Ici, son zèle, son obéissance sont récompensés, contrairement à son année précédente en Hippocane ou dans ses loisirs. L'entreprise répond à la frustration passée de son besoin de compétences. Il est notamment nourri par le feedback verbal positif, en principe pas trop sapant de la motivation intrinsèque. Mais on voit que cela réveille en elle l'envie de réussir. Réussite qui prend la forme d'un modèle de compétition. Au lycée, au collège, dans tous les sports que j'avais pratiqués jusque-là, je nourrissais en moi l'envie d'être première. J'avais envie de me mesurer aux autres et de l'emporter. Or, McDonald's offre une multitude d'opportunités qui permettent aux employés d'assouvir ses ambitions. Car non seulement les équipiers comparent entre eux leurs performances, mais des pratiques orchestrées par les managers eux-mêmes renforcent l'ambiance de rivalité. Je n'aurais pas su dire à ce moment-là d'ailleurs qui, de moi ou d'eux, recherchait ou amplifiait le plus l'esprit de compétition qui régnait. On voit qu'en plus du nourrissement du besoin de compétences, il y a aussi adhésion à ce jeu, parce que Hélène Weber reconnaît là un pattern connu, dans lequel elle a déjà joué. Donc, elle déduit les règles. L'aspiration et la motivation sont maintenant extrinsèques. Il s'agit d'être meilleur que les autres, de les dominer, d'entrer dans une compétition, un jeu qu'elle connaît, qu'elle veut remporter. C'est un mélange de régulation externe, qu'elle obéit, de régulation identifiée et compartimentée, elle se reconnaît dans la compétition et voit les autres en rivaux, et, on le verra un peu plus tard, d'introjection. Elle dédouble d'efforts pour atteindre des hautes performances, pour obtenir l'approbation d'autrui, la reconnaissance, les flatteries, des formes de supériorisation. Le modèle de management révélé ici, basé sur le conditionnement, donc tout ce qui peut saper la motivation intrinsèque. Compétition, comparaison sociale,
etc. C'est pas sans raison que c'est un des pires endroits où travailler McDo, n'est-ce pas? Comme la grande distribution alimentaire d'ailleurs. La grande distribution alimentaire, c'est un des pires endroits où j'ai pu travailler et où j'ai pu voir vraiment des choses qui sont mais tellement discutables à tellement de niveaux. Mais à tellement de niveaux. Mais vraiment. Typiquement, je me souviens d'un truc. Alors, à cette époque-là, moi, j'étais un employé polyvalent. Autrement dit, j'étais quelqu'un qui était en train de faire les rayons. Voilà. Dans une entreprise de grande distribution alimentaire. Le magasin était une grande enseigne qui vend principalement à la base de l'alimentaire. Moi, j'étais sur les rayons non alimentaires. C'est un magasin qui, normalement, emploie à peu près 700 personnes. Normalement, vous avez plus ou moins une personne par rayon ou par section. Les sections, en fait, c'est les rayons, quand il y en a plusieurs, qui sont dédiés à une seule thématique. Par exemple, vous avez la section sport qui contient les équipements de sport, qui vont contenir des vêtements de sport, qui vont éventuellement contenir les trucs d'été, piscine, ce genre de choses. Mais du coup, vous avez plusieurs rayons qui vont être séparés à chaque fois. Mais un secteur en regroupe plusieurs. Normalement, sur le papier, vous êtes censé avoir une personne au minima par secteur, mais normalement, vous en avez à peu près un par rayon. Le fait est que moi, tout seul, j'avais à gérer un quart du magasin. Parce que, en fait, mon équipe, elle contenait une vingtaine de personnes, et qu'en fait, sur les vingtaines de personnes, il y en avait 19 qui étaient de matin. Voilà. Moi, j'étais d'après-midi. Donc du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que le matin, ils étaient 19 à tout gérer, et moi, j'étais tout seul l'après-midi. Voilà. Du coup, c'était un peu intense, on va pas se mentir. Et notamment, une fois, il s'est passé quelque chose, c'est que, entre autres choses, il y a un rayon où je ne suis pas tout seul, où je co-travaille avec quelqu'un d'autre. Moi, je gérais en fait un quart donc, du magasin, et il y a un de ces rayons où il y a quelqu'un tout le temps. Pas sans raison, puisque c'est le rayon rentrée. Voilà, c'est le rayon rentrée, tout ça, tout ce qui est tout ce qu'il faut pour la rentrée, quoi. Donc les stylos, les cahiers, tout ça. Et donc, imaginez que je travaillais à ce moment-là en été, pour être précis, mi-été, fin été. Donc c'est le moment où ce rayon il se fait complètement ouvrir en deux, parce que vous avez tous les parents d'élèves qui viennent pour récupérer tout ce qu'il faut pour les enfants en fait, tout simplement. Donc c'était un peu intense, hein, on va pas se mentir, c'était un peu intense. Et donc à ce moment-là de l'année, mon supérieur me dit très gentiment que je dois co-travailler avec l'employé qui est dans ce rayon et qui lui est dédié à uniquement ce rayon toute la journée, pour justement garder le rayon le plus nickel possible parce que y a tout le monde qui est dedans. Mais à contrario, je dois toujours m'occuper d'un quart du magasin, hein. Voilà, je dois toujours continuellement m'occuper d'un quart du magasin. Donc, moi je veux bien sur le papier, mais je lui dis, lui il est dans le rayon tout le temps, donc on va essayer de se débrouiller, mais si vraiment il a besoin, il m'appelle et je viens de l'idée, si vraiment là c'est le bordel, qu'il y a des clients qui connaissent des trucs partout et tout, il n'y a pas de souci. Mais moi je vais quand même tourner partout en fait, tout le temps, et j'ai tout le temps des trucs à faire, parce que notamment, je répète, je gère un quart du magasin à ce moment-là, on est en milieu de l'été, fin été, milieu été, je gère notamment tout ce qui est rayon piscine, tout ce qui est rayon jouets, tout ce qui est rayon jouets d'été, tout ce qui est rayon sport, des rayons qui sont un petit peu sollicités aussi l'été, genre vraiment un petit peu quoi, juste un petit peu. Et il y a un moment où je me fais appeler, en fait, j'arrive au travail comme d'habitude, je travaillais 6 jours par semaine à cette époque-là, j'arrive donc pour démarrer ma journée à 15h, parce que du coup je faisais 15h, 22h, et je me fais directement prendre par le supérieur qui me dit tu viens tout de suite, il faut qu'on parle dans le bureau. Ok, je suis mon supérieur et il m'enguirlande, il me pourrit. Et il me dit que vraiment c'est une honte, le rayon il est dans un état pas croyable. De toute façon, les mecs le matin, ils le laissent, il est nickel. Et moi, j'ai laissé le rayon en pièces, démonté, tout ça, tout ça. Et je lui dis, attends, de quoi tu parles, Billy? Et il me dit, ouais, le rayon papeterie, là, c'est une honte. Je fais, attends, pourquoi c'est une honte? Parce que ce matin, quand les employés sont arrivés, là, les 15 qui sont arrivés ce matin, ils ont dû tout remettre en état. Alors je fais, d'accord, très bien. Tu sais qu'hier j'ai fini plus tôt, j'ai fini à 21h, pas à 22h. Le magasin est resté ouvert 1 heure après moi. Oui, mais c'est pas une raison, en 1 heure c'est pas possible et tout. Bon, déjà ça c'est discutable, on voit bien que c'est quelqu'un qui est pas dans les rayons, hein, mais bon, bref. Je dis, ok, d'accord, très bien. Tu as conscience que je suis censé m'occuper de un quart du magasin, hein. J'ai 3 secteurs différents à gérer, j'ai 15 rayons à gérer, autres que le rayon papeterie. Et il me dit non, non, mais. Et en fait, il essaie de me mettre en compétition, il essaie de me faire comprendre que concrètement, je dois faire mieux que les 15 mecs le matin.
Et bah, étonné quoi, je lui ai dit d'aller se faire foutre. Il a pas très bien vécu et de toute façon mon contrat se finissait 2 semaines après. Mais juste what the fuck quoi. Et ça marche pas. En fait, enfin, chez moi en tout cas, ça n'a pas marché cette fois-ci. Mais c'est typiquement le genre de choses que vous retrouvez comme mécanique en fait dans les grandes surfaces ou dans bah, notamment la McDo, ce genre d'endroit où on va vous mettre en compétition les uns avec les autres. Et notamment sur des trucs qui n'ont aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens de vous mettre en compétition. Et on va essayer de vous mettre en compétition pour essayer vraiment de vous faire tirer le plus possible. Vraiment, vous allez essayer de donner le plus possible pour que tout fonctionne incroyablement bien, vous êtes le plus productif, mais en vous mettant tout le temps systématiquement en compétition. Et là, en l'occurrence, moi, j'en avais rien à péter. 2 semaines après, je finissais, je reprenais mon master, j'avais fini l'été et du coup mon contrat, et c'était bon, hein, marre, je m'en bats les reins. Surtout que j'avais pas spécialement beaucoup de respect pour la situation parce que j'avais quand même un petit peu relevé le problème de l'effectif et je trouvais que c'était un peu abusé. Et en fait, j'ai compris en cours de route pourquoi est-ce qu'il y avait autant de personnes le matin et aussi peu de personnes l'après-midi. C'est parce qu'en fait, quand ils ont des saisonniers, l'équipe qui fonctionne tout au long de l'année, ben, profite des saisonniers, tout simplement. Et du coup, ils se mettent des horaires qui les avantagent et ils mettent tous les problèmes sur les saisonniers, puisque de toute façon, c'est des saisonniers, on s'en fout. Voilà, donc du coup, j'avoue que j'en avais un peu rien à péter de toute cette situation et je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai envoyé chier, le supérieur, en lui disant d'aller se faire mettre. Mais bon, voilà. Un appel au taf. Eh bah, des bisous. J'espère que ça se passera bien. J'espère que ça se passera bien. Moi, je reprends le texte quand même, je continue. Ce modèle compétitif auquel elle adhère est extrêmement prégnant dans nos sociétés. Ah, je croyais que tu avais un appel au taf. Le client, on peut faire ça? Moi, oui. Ok, au revoir. Hein? C'est ok. J'aime ces appels. Ah bah ouais, c'est particulier. Ok, d'accord, cool. C'était un appel constructif, j'aime bien, rapide. Ce modèle compétitif auquel elle adhère est extrêmement prégnant dans nos sociétés. Il est hiérarchique, on doit atteindre le haut en comparaison à des autres infériorisés qui ne performent pas comme l'environnement l'attend, basé sur une domination quantifiée, et qui n'est pas pour autant objective, qu'ils agencent dans une autre illusion qui est la méritocratie. On aurait une place supérieure parce qu'on l'aurait mérité, grâce à notre performance ou qualité supérieure aux autres. LOL. La pleine coopération est absente de ce modèle. On ne réussit pas celui qui coopère pleinement, et pas juste dans une équipe contre une autre. Il n'existe pas vraiment de mesure ou d'indicateur de réussite de la coopération, du bon fonctionnement de l'intégralité du groupe. Les scores, que ce soit au travail ou à l'école, sont généralement des moyennes individuelles, pas un score d'une œuvre commune. En lien avec ses buts extrinsèques, Helen Weber rapporte des éléments de l'environnement qui sont particulièrement contrôlants et donc sapant le besoin d'autonomie et de motivation intrinsèque. Les performances y sont surveillées de très près. Tout est chronométré. L'individu n'a pas la liberté de faire ses propres gestes, mais ceux qui sont dans la norme pour être performants, tout est absolument sous processus totalitaire. L'individu ne peut pas tester ses propres modes d'organisation, de façon de faire, et à injonction paradoxale, pour faire du chiffre, il faut bafouer les normes. Il y a une surveillance constante, à la fois verticale, le manager, les formateurs doivent contrôler les subordonnés à la manière des contremaîtres, et horizontale, il est demandé aux équipiers de s'auto-surveiller, notamment avec le devoir de reprendre autrui s'ils bafouent les normes. Ce système motive par des récompenses positives, récompenses verbales, primes individuelles, alors que le travail est collectif. Des signaux superficiels et extrinsèques sont de montée dans la hiérarchie, uniformes différents, avantages, nouvelles possibilités pour les grader, et des punitions, pression verbale à travailler plus, menace de la perte de la prime, absence de montée dans la hiérarchie, pression sur le planning en mettant des horaires pénibles, etc. Et ces éléments, elle y adhère en premier lieu. Les équipiers me disaient la lassitude qu'ils éprouvaient à travailler chez McDo et la fatigue occasionnée par un tel emploi. Mais rien n'aurait pu m'enlever de la tête l'idée que tout ce qui se passait de ce côté-là du comptoir était extraordinaire. Les horaires de travail ne la dérangent pas, son année scolaire est terminée, elle n'a pas spécialement d'amis ou de petits amis à voir. Alors, elle passe du temps en salle équipier. Elle reste discuter avec les collègues sur le moment. Elle ne se rend pas compte, mais leur seul sujet de conversation était McDo. Qui sort avec qui? Est-ce qu'un tel va monter manager? Est-ce qu'il y aura un nouveau restaurant sur les Champs-Élysées? Tout son temps s'envahit de McDo. Et elle adore ça. Même si le temps du midi, les gens ne sont consacrés qu'à faire du chiffre. Le soir, l'ambiance devient différente et ils peuvent apprendre à se connaître. Mais évidemment, sans jamais cesser de s'affairer, car il est interdit de ne rien faire. Après la fermeture, ils restent encore discuter ensemble de la journée de travail. Leur vie en dehors du restaurant n'existe quasiment plus. Le fait est que, quand le reste ne marche pas particulièrement bien, se retrouver dans un lieu où tout vous réussit, travail, amis, petit ami, ça vous redonne le sentiment d'exister. Ici, on voit que le besoin de proximité sociale est aussi comblé, mais involontairement de la part de l'entreprise, étant donné que l'objectif est avant tout de ne jamais rester sans rien faire.
Parce que Weber n'a personne à l'extérieur, elle construit ses relations à l'intérieur, ce qui est favorisé par un vécu commun entre des individus assez similaires. Ils sont jeunes, ils sont étudiants. Mais cela n'est pas séparé de l'environnement McDo. Ce lien social est entremêlé dans le vécu de l'entreprise, ce qui favorise une confusion dans l'origine première de ces bons liens. C'est le travail qui est supposé responsable de la bonne entente et des liens, alors qu'il s'agit davantage d'un concours de circonstances, où les personnes se lient parce qu'elles agissent, vivent ensemble des mêmes événements, ont soif chacune d'aller vers l'autre. Cependant, l'entreprise renforce cette idée que c'est grâce à elle qu'il y a ces bons liens, notamment en consacrant un budget dans l'organisation de soirées salariées à l'extérieur du restaurant, au moins une fois par an. Weber a donc le sentiment d'exister parce que son besoin de compétences et de proximité sociale est nourri, ce qui renforce son zèle. Les chiffres d'affaires de chacun sont affichés en salle équipier à chaque rush. Elle commence à s'en préoccuper et comprend que maintenant, il ne s'agit pas juste de bien faire son travail, mais d'être performante, de se dépasser les uns les autres, et elle y adhère. Ce jeu-là me passionnait. Après chaque rush, j'allais demander le chiffre d'affaires de ma caisse. Les managers encourageaient par ailleurs ce type de pratique. Les meilleurs résultats et les records à battre passaient de bouche à oreille avec une fluidité remarquable. Les managers organisaient aussi des concours, où il y avait des chèques cadeaux, des places de cinéma à gagner pour les meilleurs, et elles s'y engagent plus que volontiers. Mais c'était moins l'appât du gain que la gloire de la réussite que je le recherchais. Les performances calculées en temps, en chiffre d'affaires, constituaient les références permettant de mesurer la qualité des employés. Donne-moi ton chiffre d'affaires, je te dirai qui tu es. Si un jour que j'arrivais au restaurant, un manager qui débutait son shift dit en me voyant: Ah, super, quelqu'un qui fait de bonnes caisses. Et je ressentais une fierté immense à être vue et reconnue comme une employée productive. C'est à travers cette image que l'on me renvoyait de moi-même que je me reconnaissais. J'étais une équipière rentable. La seule autonomie laissée dans ce système extra sec et contrôlant est d'adhérer au système de profit, d'y surobéir. Ici, il ne s'agit pas juste de performer, mais de dépasser sans cesse les performances. Et c'est comme ça que l'équipier y gagne le nourrissement de son besoin de compétences et de proximité sociale. Mais le besoin d'autonomie n'est pas pour autant comblé. Elle n'a toujours pas le droit de faire ses propres gestes, d'organiser son travail comme elle l'entend, de prendre du temps avec un client. Tout doit viser la performance. Et pour cela, tout a déjà été programmé dans les normes. Non seulement elle adhère au jeu, mais à présent elle nourrit l'envie d'être promue. Je voulais qu'il me trouve tellement performante que le fait de me former responsable de zone, même pour seulement 20 heures par semaine, serait considéré comme un investissement rentable. Je voulais réussir, j'étais décidé à m'en donner les moyens. Si au départ elle prenait le job comme un jeu, ce n'est plus le cas à partir du moment où cette ambition prend le dessus et qui a été à la fois sollicitée par l'environnement de travail, comme par la médiation avec la réponse à ses besoins, sont passés dans d'autres environnements contrôlants où elle a échoué. Et son attitude devient de plus en plus contrôlante, voire autoritaire, à la fois sur elle-même comme sur les autres. J'étais là pour me dépasser, et surtout pour dépasser les autres. Je trouvais également que beaucoup d'équipiers n'étaient pas suffisamment investis ou motivés, qu'ils ne considéraient pas suffisamment l'importance de la réussite, de la persévérance, du dépassement de soi. J'apprenais toutes les normes par cœur et je les appliquais scrupuleusement, j'observais mes collègues afin de corriger leurs erreurs. Je critiquais le travail des managers en salle équipier, à la maison, persuadé de pouvoir faire infiniment mieux à leur place. Bref, je devenais insupportable. À ce stade, elle a totalement été absorbée par le système. Le jeu de l'entreprise devient le sien. Elle s'y identifie, parce que l'environnement a répondu à certains de ses besoins fondamentaux. Mais cette identification se fait d'une façon qui n'est pas complète ni consciente, sans doute parce que par ailleurs le besoin d'autonomie est sapé. Autrement dit, Hélène Weber passe d'une motivation intrinsèque assez neutre de curiosité à une internalisation malsaine, car elle sape ses besoins et ceux des autres du jeu McDonald's. Au vu de son témoignage, on dirait que son but est maintenant de gagner le comblement de son besoin d'autonomie. Or, dans un système contrôlant, la seule voie ressemblant à de l'autonomie, c'est de gagner du pouvoir via le grade, d'entrer dans la course à la domination, à la supériorisation. C'est pourquoi elle devient de plus en plus infernale en contrôlant tout le monde. Et parce que cela ne comble toujours pas son besoin d'autonomie, le système, n'en accordant même pas pour les gestes de son corps, son comportement autoritaire ne fait qu'augmenter, ici avec un zeste de narcissisme. Je me comportais comme s'il était évident que j'étais la meilleure, que je savais tout mieux que tout le monde et que personne n'avait plus rien à m'apprendre. Je tenais tête aux équipiers, aux responsables de zone, aux managers, avec une assurance fière et arrogante. Ah bah ouais, hein. Sa motivation n'est plus autodéterminée. Ici, elle donne aussi des signes d'avoir intégré les règles par introjection, c'est-à-dire non pas parce qu'elle les estime justes ou qu'elle leur accorde une valeur particulière, mais pour éviter de se sentir honteuse, coupable ou encore pour gagner une estime d'elle-même. Si j'étais performante un jour, je me sentais invincible. J'étais félicité, j'étais encouragé. On me parlait de promotion ou d'excellente évaluation. Et si le lendemain je commettais une erreur, je culpabilisais. Pour monter, elle joue sur sa connaissance des normes, sur ce qui lui donne une sorte de pouvoir de jugement sur autrui, lui permet de dominer l'autre. Seulement, en tant qu'équipière, elle n'a pas encore conscience que ces normes sont à injonction totalement paradoxale. Si elle les suit à la lettre, elle ne pourra pas faire le chiffre attendu.
Ainsi, les responsables et les anciens équipiers alternent entre suivi des normes et leur bafouement pour remplir des objectifs paradoxaux, s'adaptant à cette très grande incohérence qui leur est imposée. Elle est promue formatrice, mais attend avec impatience d'être promue responsable de zone. Sur 4 personnes qui attendaient cette promotion, seule elle n'est pas promue. Elle ne comprend pas, car elle se donnait tellement à fond. Et là, il se passe en moi une chose que je ne m'explique pas encore très bien aujourd'hui. Je décidais de travailler encore plus dur. J'allais être encore meilleur pour que tout le monde reconnaisse que cette décision était injuste. J'allais être tellement performante que j'aurais une évaluation exceptionnelle. Ici, on a encore une fois une motivation à régulation introjectée. Il y a une énorme pression interne qui la pousse à doubler sa performance pour contrer la honte de l'échec plutôt que de remettre pleinement en cause la décision. C'est logique dans le fonctionnement des régulations introjectées. McDonald's a nourri sa fierté, son inflation de l'ego par ses compliments et le fait de l'afficher meilleur que les autres. C'est un regard conditionné à la performance, à l'obéissance, qui fait croître les introjections. Et qu'elle ne puisse pas à ce moment-là se rendre compte de la duperie du système et se voyant au contraire surobéir de plus belle sont des effets de l'introjection. Son ego a été dégonflé par cette décision, donc elle repart sur un même modèle qui lui permettrait de le gonfler, surobéir, performer. Mais malgré cette surobéissance, ses collègues sont encore promus, et pas elle. Elle redouble encore d'efforts. Son directeur la nomme finalement responsable de zone. À ce moment-là, dans le cadre de ses études de sociologie, elle décide de faire une étude sur son expérience à McDonald's, dans le but de réhabiliter l'entreprise aux yeux des détracteurs. Elle a encore un regard extrêmement positif sur l'entreprise. Le prochain grade à gagner, c'est manager, mais ce n'est pas possible. J'étais de plus en plus critique à l'égard du travail des managers, j'étais persuadé de pouvoir faire mieux qu'eux. Je prenais un malin plaisir à les remettre en cause, à souligner leurs erreurs, à pallier à leur insuffisance. Je n'avais plus alors d'espoir de promotion. Il n'était pas possible de monter manager à mi-temps, et je ne voulais en aucun cas arrêter mes études. Alors que son intérêt croît pour ses études, elle joue de moins en moins le jeu de McDonald's. La routine s'installe, avec toutes les pénibilités qu'elle semble beaucoup mieux percevoir, notamment l'absence d'autonomie qui devient criante. Les normes, pensées pour moi. Finalement, entre l'absence de possibilité de monter, sa soif pour les études, puis la routine du travail qui provoque une amotivation salvatrice, autodéterminée, Hélène sort de ses ambitions et des introjections qui y étaient liées, qu'elle trouve à présent ridicules. Je comprenais pas comment j'avais pu être aussi méprisante à l'égard du travail des autres. Comment j'avais pu faire preuve de tant d'ambition au détriment de la réussite de mes collègues. Mais également, comment j'avais pu prendre tellement de plaisir à tout cela. Pourquoi avais-je accepté de nourrir ce climat de rivalité, d'hostilité des individus les uns envers les autres? Pourquoi avoir travaillé si dur pour ne vendre que des sandwichs? Cet acharnement au travail valait-il le prix que je l'avais payé? C'est comme si la valeur de chaque chose se modifiait, comme si un brouillard se dissipait. Pourtant, tout le temps que j'avais passé là-bas, j'avais eu le sentiment de travailler pour moi, que ma réussite, je ne la devais qu'à ma qualité propre. En fin de compte, je n'avais fait que ce que l'on attendait de moi. Le système décrit par Hélène Weber est à la fois contrôlant et autoritaire, de par ses normes, contrôle explicite, entraînant les régulations externes, l'obéissance, le sapage de l'autonomie, et pseudo-libre. L'individu croit y être autonome, alors qu'il est totalement en obéissance au système, jusqu'à volontairement surobéir, surperformer. Les introjections sont très associées à cette pseudo-liberté. Et ces deux pans de ce système ont très largement alimenté ses motivations extrinsèques à régulation introjectée, sapé sa motivation intrinsèque de départ, mais on voit que d'autres équipiers autour d'elle ne sont pas naïfs, œuvrant, semble-t-il, avec une régulation externe. Ils obéissent, en sachant qu'ils obéissent, et que c'est un travail pénible, là où une régulation introjectée masque ses pans de la réalité. Ils n'interdisent pas le modèle malsain, c'est sans doute préférable pour eux et les autres. Ils se retirent la pression à la performance et ne voient pas l'intérêt de mettre la pression aux autres. Ainsi, internaliser davantage un système malsain ne semble pas souhaitable. C'est la motivation ressentie durant la routine qui aidera Hélène à sortir des illusions, celle-ci étant bénéfique, car le système qu'elle avait internalisé sapait ses besoins fondamentaux. Mais cette internalisation n'est pas que le fait du jeu de McDonald's. Les autres environnements sociaux dans lesquels Hélène a vécu, le sport, Hippocane, extrêmement compétitif, à forte pression sociale, où l'autre est réduit à un rival, où l'on doit gagner contre lui, l'avait, en quelque sorte, préparé à internaliser le système McDonald's, basé sur les mêmes fondements. Là où les autres peuvent être les équipiers, qui n'étaient pas dans cette illusion, qui n'internalisaient pas autant le système malsain, avaient peut-être au contraire côtoyé des environnements qui ne fonctionnaient pas sur les mêmes fondements. L'internalisation est aussi fonction du passé de l'individu, des autres environnements sociaux qu'il a fréquentés, pas seulement de l'environnement social présent. A noter qu'Hélène Weber, malgré sa chute dans le jeu de McDonald's à un moment, n'a été que simplement désagréable et pressante envers ses collègues.
Mais les actes autoritaires peuvent être beaucoup plus violents, comme en témoignent les nombreux témoignages de harcèlement et autres violences en restauration rapide, sans doute liés eux-mêmes à des environnements encore plus autoritaires. Ici, des témoignages provenant de On vaut mieux que ça. Eh ben voilà, j'avais raison, c'était on vaut mieux que ça. C'est bien ça le nom. On vaut mieux que ça. Tout se passait bien les premières semaines, jusqu'à ce que je repousse les avances sexuelles de différents managers, qui suite à ça m'ont fait la vie dure. C'était mensonge sur mensonge. Je me faisais convoquer tous les jours pour une soi-disant absence injustifiée, pour un nugget que j'aurais pris avec la main, ou encore pour un plan de travail mal nettoyé, sans parler des appels le matin à 6 h pour faire un remplacement, avec menace si je ne le faisais pas. Une fois, mon manager est venu sonner à la porte de chez mes parents à 5h30 du matin pour être sûr que je vienne, alors que je n'y étais pas tenu. J'étais tellement cloué que je n'avais rien dit de tout le trajet. Cela a duré des semaines, et ce serait bien trop long à vous raconter. Je m'en suis rendu malade, mentalement et physiquement, à tel point que mon médecin a jugé bon de me mettre en arrêt maladie pour cause sérieuse, puisque je faisais de la tachycardie à cause de la pression que je subissais au quotidien. Ouh, ça donne envie, hein? Incroyable. Le contrôle sur la personne est ici beaucoup plus poussé, de façon autoritaire et sadique. Et ce contrôle dans un tel environnement vire rapidement au harcèlement, pour des raisons économiques. Le licenciement coûte cher. On va commencer par mon premier CDI. Quelle joie! J'avais 19 ans et un CDI de proche. Certes, dans la restauration rapide, mais un CDI tout de même. J'ai donné à cette chaîne 3 années de ma vie, 3 longues années où j'enchaînais les humiliations, les insultes, les pressions, le chantage, ainsi que des manquements graves à la vie d'autrui. J'étais trop jeune pour me rebeller, je pensais sincèrement que c'était toujours de ma faute. Au début, ça allait. Puis un jour, on m'a accusé anonymement de vol dans la caisse. À partir de ce moment-là, j'avais constamment un manager à côté de moi. Il me suivait partout, m'attendait devant la porte des toilettes et ne me laissait qu'une fois mon shift terminé. Pourtant, je connaissais le voleur, je l'avais jamais dénoncé. J'ai pris sur moi. 6 mois après, une collègue m'annonçait que ça avait été mis en place pour que je démissionne. Oui, parce que virer quelqu'un, ça coûte trop cher. J'ai tenu bon. Mais ça, les managers, ils ne l'ont pas apprécié. À partir de ce jour, toutes les tâches ingrates ont été pour moi. On me changeait mes horaires sans prévenir à l'avance, mais après avoir pointé. Puis c'est monté en crescendo. Un jour de gros rush, un des panneaux où les menus sont affichés m'est tombé sur la tête. Le manager a refusé que je quitte mon poste car il y avait trop de monde en caisse et que 5 caisses, c'était trop peu. J'ai fait un malaise à la fin de mon shift en rentrant chez moi. Puis il y a eu ce jour où l'on m'a demandé de ramasser des seringues usagées et de nettoyer du sang dans les toilettes, le tout sans protection et pas de gants. Rien. Quand j'ai refusé, car je me sentais en danger, j'ai reçu un avertissement. J'ai quand même dû le faire. Quand j'ai demandé à ce que la boîte paye mes examens pour le VIH-Sida, ils ont refusé. J'ai dû le faire en anonyme dans un centre gratuit. Voyant que j'étais encore là, les insultes et remarques fusaient tous les jours. J'allais au travail avec la boule au ventre. Quand un membre de ma famille est décédé, je me suis absenté une semaine pour préparer les obsèques avec ma famille. À mon retour, on m'a demandé de prouver le décès, car on sait jamais, t'as peut-être voulu te payer des vacances? T'es qu'une petite menteuse. Là, c'était trop. Le lendemain, j'ai donné ma lettre de démission. Ils avaient gagné. Ils m'avaient eu à l'usure. 3 longues années à faire des horaires variables à tout instant, à me mettre en danger, à supporter les insultes. Aujourd'hui, je suis dans l'informatique et je me laisserai plus faire. C'est beau. C'est beau la fin. Hein, on soit d'accord. Par contre, c'est horrible. C'est horrible de lui faire vivre ça. C'est une honte. C'est une honte. Je suis même pas étonné, hein, mais c'est une honte. Malheureusement, ces témoignages rapportent des phénomènes graves au sein de ces entreprises, ne sont pas des exemples isolés. À l'heure où j'écris, en 2020, de nombreuses enquêtes ont été menées, de nombreux témoignages révélés. Harcèlement, management par la terreur, injustice. Donc du coup à McDonald's par Quentin Muller et Yann Castagnier sur Street Press. Harcèlement, sexisme, agression sexuelle. Quentin Muller et Yann Castagnier, toujours Street Press et Mediapart en 2020. Et il y en a encore, hein, il y en aura encore, et il y en aura encore et encore, parce que c'est vraiment parmi les pires endroits où travailler McDo, pour le coup. Ils ont vraiment un modèle qui est à chier, et à chier c'est vraiment un euphémisme. Hein. C'est vraiment un euphémisme. Hein. C'est une honte, c'est une honte. Enfin bref. Internaliser la structure autoritaire pseudo-libre s'oppose à l'autodétermination. On a vu dans cet exemple à la fois un jeu autoritaire, Hélène Weber l'exerce, puis l'internalise pleinement dès lors qu'elle recherche à conquérir des promotions, et un jeu pseudo-libre. Il y a sapage de l'autonomie et nourrissement du besoin de compétence et de proximité sociale. Cette satisfaction de la proximité sociale et de la compétence est conditionnée aux performances, en principe, notamment au niveau du management. Mais cette méritocratie est illusoire. On voit que les récompenses ne sont pas que liées à la bonne performance, mais à d'autres critères, plus arbitraires. Comme tout jeu pseudo-libre, l'emprise sur l'individu fonctionne tant qu'il croit à la justesse du jeu. Si l'illusion lui apparaît, il se rend alors compte de l'aspect autoritaire et non libre. L'obstacle majeur à l'autodétermination est très clairement le sapage à l'autonomie, qui est masqué par le système sous diverses illusions méritocratiques. L'individu qui tenterait d'exercer son autonomie serait puni, rejeté.
De façon cynique, on pourrait se dire que les individus n'ont qu'à ne pas côtoyer ces environnements, car après tout, McDonald's est sincère sur sa mentalité capitaliste et sur ses uniques buts de profit. Bon, en tout cas, c'est bien connu. Il est facilement déductible que son mode de fonctionnement risque d'être sapant, donc autant ne pas exercer dans ces environnements. Et comment pourrions-nous être au courant du détail de ce mode de fonctionnement si justement certains n'y avaient pas mis les pieds? Ellen Weber, quand bien même elle a été totalement plongée dans ce jeu, en est sortie. Il nous montre dans le détail comment elle est tombée dedans, qu'est-ce qui lui a fait briser les illusions pseudo-libres, et tous les pourquoi et comment nécessaires pour décrypter ce genre d'environnement. Autrement dit, à terme, elle a retrouvé son besoin d'autonomie, elle a œuvré de façon autodéterminée en lançant l'alerte. Au final, c'est comme si cet environnement malsain avait été une épreuve dans son parcours lui permettant de conquérir ce qui compte vraiment, à savoir son autonomie. Et la libérant au passage de l'emprise de tous les environnements à compétition qui polluaient ses motivations. Dans ses expériences avec des environnements négatifs, on voit presque là des niveaux de boss posés au futur autodéterminé, dont le but serait de combattre une bonne fois pour toutes les illusions méritocratiques, l'esprit compétitif, le jeu extra sec. Peut-on envisager qu'un autodéterminé aille volontairement s'exposer à ce genre d'environnement avec lequel il ne sera clairement pas d'accord, afin de se mettre à l'épreuve, voire possiblement dans une démarche d'infiltration? On a déjà vu l'exemple constructif dans la motivation intrinsèque qu'Alvarez est devenue enseignante volontairement dans le but de créer un autre système en son sein, de prouver qu'il valait mieux que l'ancien. Il me semble donc possible qu'on puisse de façon autodéterminée aller dans un environnement social dont le but de le hacker, de le révolutionner, de le changer. Cet argument cynique, s'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à partir et chercher ailleurs, ne tient évidemment pas, également pour des raisons économiques. Généralement, les personnes ne peuvent pas choisir de travailler ou non dans un environnement selon des critères éthiques, car elles ont vitalement besoin d'un salaire pour se loger et se nourrir. Elles ne peuvent avoir que ce genre d'environnement à disposition, à cause du chômage massif, des crises économiques, également parce qu'ils sont trop jeunes pour avoir un CV empli de compétences variées leur offrant plus de choix. Quant au réseau permettant le piston, il n'est accessible qu'à de rares privilégiés. De plus, rares sont les entreprises qui offrent un temps de travail à des horaires compatibles avec la poursuite des études. Il y a des raisons politiques à tout cela. Si l'État assurait un minimum de revenus, universel par exemple, aux jeunes, ils ne seraient pas contraints d'exercer dans des environnements sapants, qui en plus d'être sapants, rendent le suivi de leurs études encore plus complexe. On pourrait aussi parler des bourses, qui sont souvent insuffisantes à nourrir, à loger la personne, ou encore qui ne concernent qu'un nombre trop réduit de personnes. Des mesures politiques changeraient effectivement la donne et permettraient plus de choix aux personnes, comme quitter ces environnements, ou s'y défendre plus à l'intérieur. Et clairement, ça c'est un truc moi qui me fait toujours péter un câble, quand vous voyez des gens qui viennent vous dire non mais quand même, tu sais que ça marche comme ça, bah du coup t'as qu'à partir. Bah non, en fait, tu peux pas. Si vous prenez par exemple moi, ma personne, aujourd'hui je suis streamer à temps complet, c'est mon travail tous les jours, c'est ce que je fais. Ok. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, clairement. Quand je gagne de l'argent, je gagne 100 et quelques euros par mois et pas plus, en tout cas pour l'instant. Et je ne gagne pas tous les mois 100 et quelques euros, puisque la preuve, ce mois-ci, par exemple, le mois de janvier, je n'ai pas touché d'argent. Soit. Si je faisais un autre métier qui rapportait plus, ce qui était le cas avant, qui n'était pas éthique, bah en vrai, je me prenais la tête et je devenais fou de ce que je faisais, parce que ça me rendait malade à plein de niveaux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis streamer. Je gagnais ma vie, ouais, ok, mais à quel prix, pour le coup? Et c'est uniquement parce que j'ai eu des conditions, un environnement qui m'a permis de passer au métier de streamer, que je peux faire ce métier aujourd'hui, dans lequel je me réalise beaucoup plus. C'est uniquement parce qu'il y a Anemone avec moi que je peux me permettre de faire ça. Mais en vrai, moi j'ai une chance phénoménale. Je suis une personne qui a énormément de chance d'avoir du coup quelqu'un avec qui je vis en couple, qui en l'occurrence a un salaire qui est totalement suffisant pour nous deux, parce qu'on n'a pas du tout un gros train de vie, bien loin de là, et qui nous permet justement, et notamment qui me permet à moi d'avoir cette activité de streamer. Peut-être qu'un jour, l'activité de streaming va permettre de gagner plus, et notamment d'avoir un salaire suffisant pour assurer ma survie en tant que tel, par le salaire que j'aurai, pourquoi pas, enfin par le salaire, du coup pas vraiment un salaire, par les dons que j'aurai, mais pour le coup, aujourd'hui, ça l'est pas. Et il y a énormément de gens qui sont dans cette situation-là. En tant que psychologue social du travail, quand tu vois les offres qui te sont proposées, c'est du foutage de gueule. Quand c'est pas de l'exploitation de toi, et il y en a une quantité non négligeable, parce que notamment pour les jeunes diplômés, tu as vraiment des offres de travail qui sont mais immondes. C'est clairement juste qu'on te demande de faire des choses qui sont tout sauf éthiques, de faire de la manipulation et de faire des choses qui sont, je trouve, mais intrinsèquement mauvaises et pourries. Donc du coup, tu fais quoi en fait? Tu repars de zéro, tu vas faire totalement autre chose. Mais quelle condescendance de venir dire à ça à quelqu'un? Mais enfin, vraiment, je vois pas comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de propos et d'arriver et de dire bah t'as qu'à aller chercher ailleurs quoi. C'est vraiment avoir une méconnaissance et un irrespect total des individus en face de vous. Ça me semble tellement aberrant.
Ça me semble tellement aberrant. Et ça, je l'ai vu, mais tellement de fois, mais tellement de fois. On te dit, bah, t'as qu'à faire autre chose. Mais c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Enfin, il faut voir aussi les conditions physiques de la personne. Et puis, rien ne dit qu'en plus, en face, autre chose, déjà, vous allez la voir, notamment avec le marché du travail actuel, ça, c'est encore un autre cas. Mais et rien ne dit que la situation dans laquelle vous allez vous retrouver plus tard va être une situation qui va être plus positive que celle qui est ici, hein. Elle sera peut-être, et probablement tout aussi pourrie, puisque de fait, on a un système capitaliste qui gouverne et qui, quand même, va conditionner notre manière de travailler, de fonctionner dans les entreprises en général, qui est extrêmement oppressif et discutable à tellement de points, et qui met et qui renforce justement tous ces mécanismes. Là, on l'a bien vu que c'est McDo, ils n'ont pas une comme politique, on aime faire souffrir nos employés. C'est pas le propos. La thématique de McDo, c'est juste de dire on veut faire des thunes. On veut faire des thunes et on veut faire beaucoup de thunes. Mais du fait qu'ils ont cette vision-là, capitaliste, de vouloir faire des thunes, ils vont renforcer toutes les mécaniques qu'on a vues, avec le témoignage de Madame Weber ou avec d'autres, qui justement sont ultra oppressifs, sont ultra toxiques. Je file, et ben des bisous à toi, passe une très bonne journée. De toute manière, on va s'arrêter là. Sur cette partie, on va s'arrêter sur cette partie. On est à en quoi c'est un obstacle à l'auto-élimination. Parce que bah, ça fait déjà 1 heure de VOD. En tout cas, bonne journée à toi, des bisous à demain, passe une très très bonne soirée, merci d'avoir été là aujourd'hui, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous, que ce soit sur le React vidéo ou sur la partie lecture. Mais des bisous à toi, rentre bien. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié également, pour le coup, cette VOD et donc du coup, bah, cette lecture. On va s'arrêter là, petite fougère de YouTube. Des bisous, ciao ciao ciao.